Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Audrey Fortin qui vient nous parler de projet jeunesse chez la ressource Alpabem. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène son sujet, la codépendance. Notre chroniqueuse Catherine Stassin est aussi des nôtres. Elle nous propose reconstruire sa vie sociale. Bienvenue à Folie douce. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. J'accueille maintenant mon invité, Audrey Fortin. Bonjour Audrey. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes coordonnatrice des projets concertés en jeunesse chez Alpabem, une ressource qui est très dynamique, qu'on a déjà reçue à l'émission, puis qui est bien implantée là, à Laval, mais qui est régionale. Là, je pense que vous touchez beaucoup de gens. Est-ce qu'on peut, en début comme ça d'entretien, on va parler des projets jeunesse, évidemment, mais on peut peut-être parler d'Alpabem, de rappeler ce que c'est Alpabem, finalement. Oui, bien, l'Alpabem, ça fait presque 40 ans que c'est mis en place là, sur le territoire de Laval. C'est vraiment pour venir soutenir les familles, l'entourage des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Donc, il y a différents services qui sont offerts, autant de consultations individuelles, mais la portée un petit peu plus au-delà de la région, c'est vraiment au niveau des conférences mensuelles. Donc, il y a vraiment un but de soutenir, accompagner les familles, mais aussi de sensibiliser, d'informer la population générale à différentes thématiques là, reliées à la santé mentale. Et Alpabem s'est beaucoup transformé depuis 40 ans. Je pense que, comme beaucoup d'organismes, il y a 40 ans, c'était autre chose, la réalité. Avec la venue un peu aussi des nouvelles technologies, ça a changé un peu la donne. Là. Puis peut-être la pandémie a aidé à accélérer des choses. Là. Quand vous parlez de conférences, il y en a aussi qui sont en personne, je pense, mais il y en a aussi virtuellement. Bien, on a vraiment vécu un virage numérique avec la pandémie, donc on s'est beaucoup mis davantage sur les réseaux sociaux. On a fait beaucoup de Facebook en direct pour maintenir le contact avec la population pendant que tout était fermé. Donc, notre but, c'était de rester présent, sensibiliser, informer, de mentionner qu'on était disponible aussi. Malgré aussi la fermeture de certains organismes, nous, on est resté présents presque tout le temps en présentiel. C'est important pour nous d'aller aussi à la rencontre des jeunes dans les écoles. Donc, ça a été vraiment mis de l'avant pendant toute la pandémie, de rester là pour soutenir les familles puis les gens là à Laval. Oui, et votre rôle, en fait, votre titre, c'est coordonnatrice projet concerté en jeunesse. Donc, l'intérêt pour la jeunesse, parce qu'en santé mentale, c'est pas si récent là, qu'on s'intéresse aux jeunes, quand on parle jeunesse, parce que moi, je me réfère un peu dans les années 90, quand l'émission a commencé. La plupart des ressources ne parlaient pas de ça. Se disait juste on reçoit des gens qui ont besoin d'aide en santé mentale. Donc, quand est né l'intérêt pour la jeunesse, en fait, chez Alpabem? Bien, je dirais facilement depuis une bonne dizaine d'années. Donc, tu sais, l'Alpabem a vraiment développé son expertise santé mentale, proche aidance, sensibiliser, informer. Mais depuis quelques années, là, il a vraiment mis de l'avant aussi tous les ateliers pour les jeunes qui vivent avec un proche atteint, mais aussi des ateliers de sensibilisation dans les écoles, donc pour les jeunes de 3e, 4e, secondaire, d'aller démystifier un peu c'est quoi les maladies mentales, comment qu'on peut identifier des symptômes, qu'est-ce qu'on fait quand on voit qu'un membre de notre entourage, un parent, une famille, un ami en souffre, donc puis de aussi ramener les jeunes aussi à être conscients que on a tous une santé mentale, ça c'est important d'en prendre soin. Personne n'est à l'abri de vivre des enjeux plus difficiles, mais d'envoyer aussi le message que il faut développer notre réflexe d'aller vers les autres, de demander de l'aide. Donc, depuis quand même une bonne dizaine d'années, l'Alpabem est présent en collaboration avec différents milieux scolaires pour rejoindre davantage les jeunes. Et la jeunesse, c'est ça, c'est un peu l'avenir pour... en fait, on veut prévenir, c'est un peu ça, parce que la santé mentale, je pense qu'on est rendu là, parce qu'à un certain moment, c'était de donner des services sans trop se poser la question, de prévenir, mais là, je pense que tout le monde a pris a pris conscience qu'il faut prévenir aussi, il faut donner, oui, des services pour les gens qui ont des problèmes aujourd'hui, mais les jeunes qui, souvent, sont diagnostiqués un peu plus tard, vont peut-être... on veut prévenir le tout, c'est un peu ça aussi, là. Oui, puis on voit qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, tu sais, même dès le primaire, les enseignants introduisent des moments de relaxation, de mindfulness, ouais. Tu sais, d'être connecté à soi, de prendre conscience des émotions, comment gérer les émotions. Donc, on le voit dans les dernières années que les jeunes ont beaucoup plus cette intelligence émotionnelle-là. Donc, ça, c'est encourageant là, aussi en ce sens.
Puis donc, votre rôle, c'est que vous êtes spécialement, vous travaillez spécialement au niveau d'Alphabem pour ça maintenant. Il y a plusieurs ressources. En fait, il y a des sites web où il y a des applications. J'aimerais ça que vous nous expliquiez un peu ce que Alphabem offre. Et puis, je pense qu'il y a ça a été un peu regroupé parce que pour vraiment avoir une force de frappe là, auprès des jeunes. Oui, donc depuis quelques années, l'Alphabem a été identifié par les partenaires Jeunesse à Laval justement pour l'expertise, sa notoriété qu'il avait développée au sein du secteur. Donc, il est porteur de différents projets concertés. Donc, il y a plusieurs partenaires qui s'arriment pour voir comment collectivement on peut mieux répondre aux besoins des jeunes, comment on peut mieux les rejoindre aussi. Donc, à l'époque, on avait mis en place, puis là, je parle de 2007, là, As-tu mon numéro? Donc, c'était de regrouper en un seul endroit les ressources pour aider l'intervenant, l'enseignant, le parent vers la référence de la bonne ressource qui était adaptée aux besoins des jeunes. En parallèle à ça, il y avait aussi des initiatives qui étaient faites pour accompagner les jeunes vers le secondaire. On sait que c'est un moment où ça crée peut-être plus d'anxiété, d'angoisse, il y a des questionnements. On sait que c'est un moment aussi charnière, le secondaire, pour les jeunes en quête de leur identité. Ouais. L'influence des pères, ils sont beaucoup en questionnement, en construction. Il y a du stress vécu. Énormément. C'est un nouveau milieu, beaucoup de changements, c'est ça? Oui, donc il y avait également Mon ado secondaire qui était mis en place pour accompagner ces jeunes-là, accompagner les parents aussi qui des fois sont dans cette impuissance face aux changements que leur jeune vit. Puis nous, on se disait, comment qu'on peut faciliter l'accès à l'information, faciliter l'accès au soutien, aux ressources. Puis c'est en septembre dernier qu'on a mis en place Trouve ta ressource. Donc, la nouvelle identité qui regroupe tout ça. Le but étant justement de mieux informer le parent pour que lui accompagne son jeune au mieux de ses connaissances, d'informer aussi les intervenants sur toutes les ressources, parce que malgré que les intervenants travaillent à chaque jour avec les jeunes dans les ressources, souvent il y en a beaucoup de ressources, il y a une méconnaissance des ressources, puis de sensibiliser les jeunes aussi que ils sont pas tout seuls, de normaliser que c'est correct des fois d'avoir des émotions plus difficiles ou des moments plus difficiles, mais qu'il y a des gens qui sont là pour les écouter puis les accompagner. C'est peut-être un des enjeux, finalement. On s'adresse où quand on a des problèmes? Tu sais, des fois, c'est de loin, si on n'est pas touché, on ne s'adresse pas trop à ça. Puis quand la famille ou quand les proches de quelqu'un est touché, on veut donner de l'aide, on veut trouver de l'aide, mais on ne sait pas toujours où s'adresser. Donc, c'est une des façons d'avoir peut-être une porte d'entrée là, pour mieux nous diriger. Oui, puis tu sais, souvent, la demande d'aide, des fois, il y a des peurs attachées à ça aussi. Il y a des fois de la honte. Il faut reconnaître, avoir un problème. Il faut reconnaître, vivre un défi. Donc, des fois, il y a du déni aussi par rapport à ça. Donc, nous, c'est de vraiment essayer de rendre plus accessible, justement, les ressources, puis de dire, il y a un humain derrière un organisme, derrière une maison des jeunes, derrière des services. Il y a des humains qui sont là pour t'écouter, t'accompagner, puis c'est beaucoup ça qu'on voulait venir humaniser là, en rassemblant le Trouve ta ressource. Que oui, il y a des ressources, mais il y a des intervenants, puis il y a des gens qui ont vraiment à cœur le bien-être des jeunes. Tantôt, vous nous parliez, Audrey, donc de différentes problématiques, entre autres l'entrée au secondaire, tout ça, mais comment on pourrait décrire, quelles sont les problématiques à ce moment-ci des jeunes, en général, qu'est-ce qui revient le plus souvent? C'est sûr que la santé mentale revient. La pandémie a exacerbé aussi certains enjeux au niveau de l'anxiété, au niveau de l'isolement, troubles alimentaires, troubles d'adaptation. Donc ça, c'est des choses qui reviennent aussi, des symptômes dépressifs, même des jeunes qui ont de la difficulté de dormir, de se concentrer. Veux pas, ça vient avoir un incidence sur la motivation scolaire, la réussite scolaire. Certains jeunes, on a vu aussi que, ayant beaucoup de temps libre, peu de choses à faire, on a vu certains enjeux de délinquance qui ont ressorti davantage aussi dans la région. Donc, puis je pense qu'après, au niveau de l'adolescence en général, tantôt je nommais la caisse identitaire, tout au niveau de l'orientation sexuelle, l'identité de genre, c'est beaucoup aussi un sujet qui est sur la table là, en ce moment. Oui, puis d'autant plus que c'est de plus en plus parlé, fait que peut-être ça mélange certains encore plus, puis oui, c'est bien d'en parler, mais en même temps, c'est comme beaucoup d'un coup, c'est de commencer à mieux vivre avec ça, en fait, ceux qui sont dans cette situation-là. Oui, puis tu sais, on voit les jeunes que, tu sais, il y a davantage d'ouverture, ils ont davantage accès à de l'information, d'accès à aussi des personnes à qui se référer ou qui peuvent s'identifier, se reconnaître. Mais souvent, c'est les parents
parents qui, eux, ils ont des gros points d'interrogation, qui se questionnent, bien, est-ce que c'est normal que mon jeune ait ces questionnements-là? Est-ce que c'est normal qu'ils vivent, c'est une passe, c'est une mode? Donc, les parents sont beaucoup dans des questionnements puis beaucoup dans l'impuissance aussi par rapport à ça. Chez Alpabem, pour les prochaines années, là, on parle de projets quand même qui sont assez récents, puis spécialement un peu ce regroupement-là. Mais comment on entrevoit l'avenir au niveau des jeunes, particulièrement, au niveau des services? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'il y a une façon de voir un peu l'avenir où vous essayez finalement de continuer et d'essayer d'être le plus proactif possible? On a toujours le désir de s'améliorer, de mieux faire. Je pense qu'on est très apprécié pour les services qu'on met au service de la population, les projets aussi. Je pense que de plus en plus, on veut mobiliser les gens, donc d'impliquer les gens. On le fait par le passé, donc de leur sonder par rapport à leurs besoins, mais au-delà de les sonder, on voit vraiment que les jeunes ont besoin de figures inspirantes, mais jeunes aussi, pour qu'ils puissent se reconnaître, s'identifier. Donc, il y a des projets là en développement pour l'Alpabem que ça risque d'être à ce niveau-là. Puis, les projets concertés là, de Trouve ta ressource aussi, on veut vraiment mettre au cœur de notre démarche les jeunes. Et j'imagine aussi qu'on s'est rendu compte, c'est beau le virtuel, tout ça, mais les gens qui ont un contact physique, je pense que c'est toujours aussi important. Souvent, les gens vont comme peut-être plus ressentir l'aide s'ils rencontrent des gens. J'imagine que vous le sentez aussi, là. Oui, donc, tu sais, c'est sûr que le virtuel, c'est venu pour certaines personnes faciliter, pour certaines offres de services. Je pense aux conférences. Il y a beaucoup de personnes qui apprécient de pouvoir se connecter à distance, d'être en pyjama avec leur petit café. Donc, ça, c'est facilitant. Mais tout ce qui est la demande d'aide, d'avoir un contact plus direct, plus humain, plus chaleureux, on le voit aussi, puis des fois, on a la perception que les jeunes sont très connectés, puis c'est de cette façon-là qu'ils aiment se faire rejoindre. Mais quand on les sonde, c'est non. Ils aiment un contact d'humain à humain, puis avec le plus que ça l'apporte là, dans la relation de confiance aussi. Donc, Audrey Fortin, vous êtes coordonnatrice au niveau des projets concertés en jeunesse. On pourrait rappeler comment on peut trouver, qu'est-ce qui est le plus facile à chercher sur Internet, par exemple? Oui, ben on est sur les différentes plateformes médias de réseaux sociaux, exactement. Mais le plus simple, c'est d'aller sur le site Internet, donc trouvetaressource.com. Tout nouveau, tout chaud. On a vraiment fait une section pour les parents, pour les intervenants, pour les jeunes. Il y a beaucoup de contenu, que ce soit des articles, des capsules, des webinaires. On souhaitait vraiment que ça soit un site qui facilite la recherche, qui rassemble tout le contenu en un seul endroit. Bien, parfait. Trouvetaressource.com, on va aller voir ça. Merci beaucoup. Donc, Audrey Fortin d'avoir été des nôtres et bonne continuation chez Alpabem et pour aider nos jeunes en santé mentale. Oui, bien, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Au revoir. Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio. C'est maintenant le segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, la codépendance. La codépendance. C'était un terme en psychologie que je n'avais jamais vu. Et en lisant l'article, ça me fait penser beaucoup aux troubles de la personnalité qu'on appelle la dépendance affective. Ouais. Dont on parle souvent de dépendance, de toutes sortes de choses. Oui. Je vais commencer par une définition de ce qu'est la codépendance et je vais aller simplement dans Wikipédia pour voir. Notre nouveau dictionnaire à tous, finalement, accessible. Oui. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que la codépendance est en psychologie une tendance à faire preuve au sein des relations d'une passivité particulière ou à mettre en place des rapports avec les autres d'une manière qui puisse, en fin de compte, affecter négativement les relations en question et la qualité de vie de la personne. Cela implique également souvent d'attribuer une priorité plus basse à ses propres besoins, tout en se préoccupant excessivement des besoins des autres. La codépendance peut apparaître dans tout type de relations, notamment familiales, professionnelles, amicales, amoureuses ou sociales. Finalement, on nous dit la codépendance est généralement caractérisée par des comportements de déni, un manque de confiance en soi, un conformisme excessif ou des comportements de contrôle. Ouais. Alors voilà pour la définition. Maintenant, j'ai trouvé un article sur Internet qui s'appelle « 11 signes que vous êtes codépendant ». C'est sur le site anglophone Montreal Therapy. Et c'est un article écrit par Madame Maït Parada. Et là, j'espère que je prononce bien. Son prénom s'écrit M-A-Y-T-E.
Et c'est souvent intéressant d'avoir savoir reconnaître, en fait. Tu sais que souvent, c'est bon d'avoir une liste des gens pour voir si effectivement on est codépendant ou pas. Oui. Alors, cette madame est donc psychothérapeute. Alors, elle commence l'article en disant avez-vous déjà ressenti que vous êtes en relation avec des personnes troublées qui demandent beaucoup d'attention ou qui sont dépendantes? Est-ce que votre vie est devenue ingérable en conséquence du fait de vivre avec une personne qui a une dépendance ou un trouble relié à la consommation de drogue, une dépendance au jeu, qui est mentalement ou physiquement abusif, ou même qui a des changements d'humeur de manière régulière? Cette personne peut être un adulte, un enfant, un partenaire amoureux ou un conjoint ou un parent. La codépendance peut se développer dans le contexte d'une relation difficile telle que celle expérimentée avec une personne toxicomane ou un membre de la famille qui vit avec une maladie mentale non traitée. La codépendance signifie que vous avez eu à adapter vos comportements pour être capable de gérer les impacts du problème plutôt que de pouvoir participer activement au sein d'une relation plus équitable. De ce fait, vous avez laissé les comportements d'une autre personne vous affecter et cela vous a peut-être incité à tenter de contrôler les comportements de cette personne. Ouais. Quels sont les signes de la codépendance? Madame Mélodie Beatty, une experte en la matière, a dressé la liste suivante des 11 principales caractéristiques de la codépendance. Premièrement, on parle d'une prise en charge. Elle nous dit que vous avez peut-être tendance à penser et à vous sentir responsable des autres de manière exagérée, prenant en charge leurs sentiments, leurs pensées, leurs actions, leur bien-être, et vous pouvez ressentir de l'anxiété lorsque d'autres personnes ont un problème. Cela vous laisse avec le sentiment d'être obligé d'offrir votre aide pour les aider avec leurs problèmes en leur donnant des conseils ou des suggestions. Il vous est déjà arrivé plusieurs fois de vous surengager et de vous apercevoir que vous avez abandonné votre routine pour répondre ou faire quelque chose pour quelqu'un. Lorsqu'on vous demande quels sont vos désirs et vos besoins, vous ne savez pas vraiment quoi répondre. Si vous le savez, vous vous dites que ces désirs et ces besoins ne sont pas importants. Vous vous demandez souvent pourquoi les autres ne font pas la même chose pour vous, et cela peut vous laisser en colère, avec le sentiment d'être une victime, d'être non apprécié et d'être utilisé par les autres. L'importance de faire attention à soi, on le répète souvent, mais des gens ont tendance à se brûler souvent en ne pensant pas à leurs propres besoins d'abord. Peut-être qu'on est porté à penser que la générosité et puis l'empathie, c'est une bonne chose, mais ça peut déborder. Mais quand on s'oublie, c'est ça, ça devient problématique. C'est exactement, oui. Alors, un deuxième signe de codépendance, c'est la faible valeur personnelle. Vous prenez peut-être souvent les choses personnellement. Vous vous trouvez souvent en train de vous demander pourquoi vous avez tellement de difficultés à prendre des décisions et vous êtes effrayé à l'idée de faire des erreurs. Vous n'acceptez pas bien les compliments ou les louanges parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous provenez peut-être d'une famille troublée, réprimée ou dysfonctionnelle, au sein de laquelle vous avez appris ou l'on vous a fait sentir comme si vous n'étiez pas à la hauteur. Vous vous surprenez à vous sentir coupable de dépenser de l'argent pour vous ou de vous payer des choses amusantes ou non essentielles, parce que tout le monde a le droit. Oui, c'est sûr. Vous vous dites fréquemment que vous ne pouvez rien faire correctement. Cela est le plus fort annonciateur de la codépendance. Madame Beatty nous dresse un troisième signe, ce sont les faibles limites. Vous vous êtes peut-être dit que vous ne tolériez pas certains comportements de la part des autres, mais vous avez graduellement augmenté votre tolérance à ces comportements d'autrui, jusqu'à ce que vous puissiez faire ces choses que vous aviez pourtant dit que vous ne feriez jamais. Vous avez laissé les autres vous blesser et peut-être vous laisser encore ceux-ci vous blesser, ce qui a contribué à faire de vous une personne colérique. Vous vous demandez parfois pourquoi vous vous sentez tellement blessé. Un quatrième signe de codépendance est le manque de confiance. Vous ne faites peut-être pas réellement confiance ni en vous-même, ni en vos sentiments, ni en vos décisions,
et ni aux autres. Vous constatez que vous tentez de faire confiance à des gens indignes de votre confiance. Vous êtes une personne religieusement croyante. Vous pouvez ressentir que vous avez perdu la foi et la confiance en Dieu ou pensez que Dieu vous a abandonné. 5e signe, les problèmes avec la sexualité. Vous êtes peut-être une personne qui prend soin de l'autre dans la chambre à coucher et il est difficile pour vous de demander ce que vous avez besoin au lit. Vous avez souvent des relations sexuelles alors que vous n'en avez pas vraiment envie ou alors que vous aimeriez plutôt être enlacé, conforté et aimé. Alors, je vais m'arrêter ici, Yvan, et je vais poursuivre un peu plus tard dans l'émission. Cette liste-là, effectivement, pour mieux comprendre la codépendance. À venir dans l'émission, notre collaboratrice Catherine Stassin nous propose sa chronique « Reconstruire sa vie sociale ». À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « La codépendance ». Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie Douce. Écoutons-les. Je suis en compagnie de notre collaboratrice, Catherine Stassin. Bonjour, Catherine. Bonjour, Yvan. Alors aujourd'hui, ta chronique, comment reconstruire sa vie sociale. C'est important, la vie sociale, et quelquefois on la perd. On la perd, on l'oublie. Par choix ou pas par choix. Oui, mais, on la néglige. On la aussi. néglige, c'est ça. Parce qu'on est trop pris par le travail, ou trop pris par la famille, ou par des pandémies, par exemple. Des pandémies aussi, c'est vrai. Ça, c'est obligé. Ça isole. Ça isole, mais c'est vrai que même en dehors de périodes comme ça, il peut y arriver que les gens, pour toutes sortes de raisons, négligent leur vie sociale, mais comment la reconstruire? Ça, c'est... Comment faire? Ouais. Bonne question. Ouais. Alors, il faut de nouveau se dire que ça ne va pas être quelque chose qui va être fait du jour au lendemain. Ouais. Il ne faut pas croire qu'il y a une formule magique. Il ne faut pas croire que... Il n'y a pas un interrupteur, là. Il n'y a pas une équation qui est facile à résoudre et qui va faire que la semaine suivante, on a une vie sociale pleinement satisfaisante. Ouais. Ça se travaille. On s'amuse, etc. Ça se bâtit, ça s'entretient. Ça se bâtit, ça s'entretient. Souvent, notre vie sociale, elle s'est développée même... Des fois, on a encore des amis d'enfance. Donc, ça peut aller très, très loin, la vie sociale. Ouais. Donc, comment fait-on pour renouveler ou en tout cas entretenir ou recommencer une vie sociale quand il y a eu isolement ou quand il y a eu une coupure et qu'on doit un petit peu recommencer à zéro? C'est sûr que là, c'est de nouveau une politique de petits pas. C'est-à-dire qu'il y a différentes petites étapes qu'on va pouvoir franchir. C'est certain qu'au départ, il ne faut pas trop se mettre sur les épaules parce qu'on va être déçu de nous-mêmes. On va dire « Oh, mais ça ne marche pas. Si on commence par faire un souper de 20 personnes et on n'a vu personne pendant 10 ans, ça ne va pas marcher. » Et les vins repartent puis on n'a jamais de nouvelles. Peut-être. C'est un flop. Ou ils ne viennent pas tous non plus. C'est ça. Voilà, donc c'est sûr, là je donne un exemple extrême, mais il ne faut pas se mettre des défis aussi fous. Il faut y aller doucement et il faut y aller par nos intérêts de longue date, c'est-à-dire qu'on ne va pas renouveler et entretenir une vie sociale qu'on veut riche et longue par la suite, par après, pour ne peut-être pas commettre les mêmes erreurs d'isolement, ouais. Ou si ce n'est pas voulu, mais qu'il y a eu isolement à cause de pandémie ou événements santé mentale ou autre, bon, comment entretenir cette vie sociale et qu'elle perdure dans le temps? Pour perdurer, c'est sûr qu'il faut y aller doucement et vraiment reconstruire la vie. On peut utiliser ce terme, la reconstruction de la vie sociale. Seulement, évidemment, il ne faut pas attendre que ce soit le même rythme qu'avant. Si on se rappelle, oh oui, mais dans ma jeunesse, j'étais comme ci ou comme ça, ça ne va pas être le même rythme. On va donner un nouveau rythme à cette vie sociale. Et peut-être que certains types de gens qu'on ne veut pas voir, peut-être qu'on veut justement reconstruire, mais différemment, sa vie sociale, c'est ça aussi. Très bonne idée. Je pense en effet qu'on peut faire ce genre de choix. On peut aller choisir
totalement, puisqu'on recommence ou presque à zéro ou totalement à zéro, on peut faire des choix. Et ça, c'est quand même extraordinaire, parce que quand on prend une vie sociale et qu'on l'entretient de longue date, des fois, on se fait accompagner de personnes qu'on ne choisit pas toujours. Tandis qu'ici, vraiment, c'est une carte blanche à aller faire des choix pour nous-mêmes et dans la bienveillance, c'est-à-dire en nous respectant. Maintenant, comment on fait concrètement, hein? On peut se poser cette question. Il faut aller voir qu'est-ce qu'on aime faire tous les jours. Qu'est-ce qui nous demande le moins d'efforts, qui drainerait moins notre énergie? Parce que si on fait quelque chose qui demande trop d'efforts au début, ça ne va pas marcher. On va avoir la sensation d'échec, etc. Donc, on veut aller chercher quelque chose qu'on aime. Tout le monde ne doit pas commencer par essayer de faire des amis via un sport. Bon, les gens qui sont sportifs de nature, ils peuvent adhérer à un club sportif. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Quelqu'un qui aime la lecture sera plutôt un club de lecture. Quelqu'un qui aime observer les étoiles, il y a le club des astronomes amateurs du Québec. On va finir par rencontrer des gens qui ont des affinités similaires. Voilà. Et là, aussi, on ne commence pas brutalement. On ne fait pas peur aux gens. On discute tranquillement. On écoute les gens. On laisse venir un petit peu les gens, puisque là, on est dans le fond dans un choix de vie sociale. Donc, on ne doit pas aller se précipiter. On n'est pas dans un travail où il faut aller parler à X collègues pour, soi-disant, bien entretenir le climat de travail, etc. Non, on fait des choix. Et ça peut être aussi au travail. Donc, on peut approfondir une relation qui deviendrait amicale avec un collègue. Et ce serait un choix. C'est-à-dire on sent ces choses-là, on y va doucement. Et comme tu disais au début, dans le fond, il ne faut pas y aller, il ne faut pas vouloir tout faire en peu de temps. Là, ça va prendre du temps. On reconstruit, donc ce n'est pas quelque chose qui se fait instantanément. Voilà. D'abord, vous allez peut-être faire peur à quelqu'un ou vous allez être aussi en train de vous dire, mais c'est trop difficile à reconstruire, cette vie sociale, j'y arrive pas, on me refuse, par exemple, si vous allez trop directement, vous laissez pas un petit peu les choses venir à vous, vous allez peut-être, il y a des gens qui vont... pas faire peur, j'exagère un petit peu. Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont trouver ça trop entreprenant. Peut-être. Pour certains, il y en a d'autres, peut-être ça va fonctionner. Mais... Tout à fait, ça va fonctionner à un moment donné. Ce qui compte, c'est d'aller vraiment dans des relations qui nous conviennent, pour des intérêts qui nous conviennent. Donc, ça peut être aussi peut-être revoir des anciens amis auxquels on pense toujours et qu'on a délaissés. Des anciens collègues, certains collègues. De reprendre contact, puis peut-être de renouer. Là, voilà. Et des voisins aussi, pourquoi pas le voisin de palier qui avait l'air sympathique. C'est ça. On n'a jamais fait que dire bonjour, mais la prochaine fois, on peut dire bonjour, comment allez-vous, peut-être. C'est déjà un début. C'est déjà un début, voilà. Donc, ça pourrait être intéressant. Il y a des pistes aussi. Tout ce qui est virtuel, c'est très bien d'avoir des amis virtuels, etc. Mais pourquoi pas voir si, dans le fond, il n'y a pas un groupe où, en plus d'être virtuel, ce groupe fait quand même des rencontres physiques. Tiens, ils vont visiter un musée. Tiens, ils vont peut-être se balader. Aller essayer de concrétiser les rencontres amicales ou autres. Pas rester dans le virtuel uniquement. Et c'est peut-être aussi de se mettre dans un état d'esprit, d'ouverture. C'est peut-être ça aussi, de dire on reconstruit, dans le fond, sans savoir nécessairement qui va rentrer dans notre cercle social, mais si on est ouvert, ça va se sentir, puis des affinités vont se créer. Là. Et on peut avoir de très belles surprises, des gens qu'on n'aurait jamais imaginés, et peu importe l'âge, il ne faut pas se mettre de limite d'âge, on peut avoir des affinités avec toutes sortes de personnes. Ça peut être aussi renouer avec même de la famille pour certains. Ça peut également, j'ai parlé des voisins, mais il y a peut-être dans votre quartier des petites animations de quartier. Essayez peut-être de dire bonjour simplement à des gens. Est-ce qu'il y a un comité de ruelle? Des petites choses comme ça. C'est tous des éléments qui permettent de revenir un petit peu dans le social doucement, parce qu'on ne vous impose pas quelque chose. Vous allez dire bonjour. S'il y a un événement dans la ruelle, vous y allez. Vous voulez pas y aller, vous n'y allez pas. Et peut-être vous irez la fois d'après. Donc, on ne se force pas trop. Mais par contre, on ne donne pas de fausses excuses pour une fois qu'on nous invite, nous. Là, il faut faire un effort d'accepter la vie sociale. Et au début, c'est difficile parce qu'on
on n'a pas eu l'habitude. Donc, à ce moment-là, il ne faut pas refuser une invitation. C'est ça, il faut se mettre dans un état, si on veut la reconstruire, si on veut, si on veut pas en avoir, mais là, on parle de reconstruire. Il faut passer l'étape de l'anxiété à ce moment-là, mais passer la première fois, ça peut aller très bien après. Il est certain que vous pouvez aussi tout simplement aller vous asseoir dans un café de votre quartier. Oui. Et voir passer des gens passer, des gens qui rentrent, qui sortent, qui saluent ou pas. Vous allez peut-être voir un voisin, vous allez voir une caissière du supermarché, de l'épicerie où vous êtes. Ouais. Donc, ça peut être très multiple. Et toutes ces petites discussions sont importantes pour reprendre pied dans la vie sociale. Et ça va vous faire du bien petit à petit. Vous allez voir quand même des toutes petites interactions, ça va faire énormément de bien. Et la fois où vous trouverez une personne un peu plus intéressante, vous allez peut-être pousser un peu plus loin. Et si c'est réciproque, l'autre personne va aussi venir, que ce soit amical, professionnel ou autre chose. Et quand il y a une réciprocité, ça va se faire un peu plus naturellement. Donc, laissez le temps au temps pour ça. Et quelquefois, tu sais, l'expression un peu anglaise de dire le bon timing, là, mais c'est effectivement ça. Tu sais, la bonne journée, les personnes sont disposées à communiquer ensemble, puis la magie opère. Là. Voilà, il ne faut pas forcer les choses. À un moment, il se passe quelque chose. Et puis, en attendant, ce qui est très important, au-delà de tous ces efforts, parce que ça demande un effort de reconstruire une vie sociale, ça draine mentalement, c'est important justement de prendre soin de soi. Il ne faut pas oublier de prendre soin de soi parce qu'on a besoin d'être fort, d'être bien dans un moment où on demande beaucoup d'efforts à notre mental, à notre cerveau. Donc, on va soigner son corps, on va soigner sa santé mentale, on va demander de l'aide s'il faut. Pourquoi pas se faire accompagner et expliquer, voilà ma situation, un psychologue ou un thérapeute reconnu, vous dites, voilà ce qui m'arrive et je voudrais repartir dans une vie sociale, etc. Est-ce que je peux obtenir un accompagnement ? Ça peut être très intéressant pour vous et d'avoir également peut-être une personne de confiance. Si vous n'en avez pas, faites-vous accompagner quand même au niveau professionnel. Ça va vous aider vraiment pour un petit peu renforcer votre équilibre dans des moments difficiles comme ça. C'est important quand même, la vie sociale. On ne peut pas rester en ermite, isolé constamment. Là. Ça peut être pour des courtes périodes, mais la vie sociale est importante pour tout le monde. C'est important. Je pense qu'il y a des êtres un peu exceptionnels qui sont heureux tout seuls. Je pense que ça existe, mais c'est quand même extrêmement rare. Donc, ces personnes-là le savent et ne sont pas malheureuses seules. Voilà, ça ne leur pose pas un problème. À partir du moment où on sent que c'est pas notre vie d'être comme ça tout seul et qu'on veut recommencer une vie sociale, alors on va un petit peu suivre ces étapes et aller donc multiplier les rencontres tout doucement en n'oubliant pas de se préserver et de savoir dire non aussi si une rencontre ou une activité ne nous convient pas. Une semaine, on se sent moins en forme, eh bien, on calme un peu notre nouvelle vie sociale parce qu'on n'a plus l'habitude. Il faut se respecte. L'apprivoiser, dans le fond, puis y aller à son rythme. Exactement. Apprivoiser, c'est vraiment un bon terme parce qu'on doit l'apprivoiser très, très doucement pour ne pas avoir un sentiment d'échec ou si on n'est pas assez habitué, être fatigué par cette nouvelle vie sociale. Là, chacun sait que c'est vraiment pas une question de course à l'amitié, ni de course à l'amour, ni de course à X collègues qu'on veut connaître plus. C'est vraiment question de se développer, d'être bien soi-même. Donc, on se respecte, on se préserve, on se garde des petits moments de nature, de balade, de soins de soi-même et idéalement, on se fait accompagner. Oui. Ben, c'est intéressant. On va mettre quelques références sur notre site web là, en rapport à ça, là, que ce soit l'Ordre des psychologues ou autres ressources. On va les mettre dans notre section mentionnée à Folie Douce sur antenne.qc.ca. Merci beaucoup, Catherine Stassin, de ta chronique. Merci, c'est intéressant. Puis travaillons là-dessus. Reconstruisons notre vie sociale, notre cercle social. C'est très important pour notre qualité de vie. Merci, Yvan. Merci. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Ici Grégoire de l'association 5 Amis. Vous écoutez actuellement l'émission Folie Douce. De retour au micro avec l'espresso allongé cette fois-ci. Le sujet débuté plus tôt dans l'émission, la codépendance. La codépendance, oui.
j'étais en train de lire un article qui nous parle de ce trouble, si on veut, de la personnalité. Un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « 11 signes que vous êtes codépendant ». C'est écrit par une madame du nom de Maït Parada. Maït, qui s'écrit M-A-Y-T-E. Je m'excuse si je massacre la prononciation. On ne sait pas comment ça se prononce. Si quelqu'un peut nous le dire, ça nous aiderait. Oui, en tout cas. Mais ça va. Alors, j'étais en train de... Il y a 11 signes, j'étais rendu au 5e signe qui parlait de problèmes de sexualité. On nous disait, vous avez peut-être ce problème de codépendance si vous pouvez avoir perdu l'intérêt pour le sexe ou vous trouvez des raisons pour éviter d'avoir des relations sexuelles. Vous ne parlez pas à propos de la sexualité ou de vos difficultés dans la chambre à coucher et vous avez essayé d'avoir des relations sexuelles alors que vous vous sentiez en colère ou blessé. Vous pouvez même avoir de la répugnance sexuelle envers votre partenaire. Vous pouvez avoir eu des fantasmes sexuels envers d'autres personnes ou avoir considéré d'avoir une aventure extra-conjugale. 6e signe, rédigé par Mme Beatty, qui est thérapeute. Elle nous parle de difficultés avec le contrôle. Vous vous sentez peut-être que vous n'avez pas de contrôle et par conséquent, vous tentez de contrôler les événements et les personnes par impuissance, culpabilité, coercition et en donnant des conseils. Vous vous sentez contrôlé par des événements et des personnes qui vous conduisent souvent à vous sentir frustré et en colère. Vous êtes devenu effrayé à l'idée de laisser les autres être ce qu'ils sont et permettre aux événements de se produire naturellement. Vos tentatives de contrôler les choses échouent éventuellement et vous constatez que vous êtes en train de provoquer la colère des gens. 7e, la dépendance. Vous trouvez peut-être que vous tolérez les abus pour maintenir l'amour d'autrui. Cela vous laisse avec le sentiment d'être coincé dans votre relation et inquiet que vos êtres aimés vous quitteront. Vous vous entourez d'autres personnes et cherchez des relations qui ne vous feront ressentir que de bons sentiments. Vous trouvez que vous perdez l'intérêt envers votre propre vie lorsque vous aimez quelqu'un. Vous ne prenez pas vraiment le temps de voir si les autres personnes sont bonnes pour vous et vous recherchez désespérément l'amour et l'approbation. Vous remarquez que vous cherchez souvent l'amour auprès de personnes incapables d'aimer. Écoute, c'est vraiment pas drôle, la codépendance. C'est surtout que, tu sais, l'être humain, il y a une fine ligne, des fois, tu sais, entre être assez autonome puis en même temps être assez partagé avec les autres. Puis c'est tellement... C'est une question de dosage. Oui, c'est du gros dosage, puis ça reste que ça peut devenir souffrant pour quelqu'un qui ne peut pas doser correctement. Hein. Un 7e signe que vous êtes peut-être codépendant, c'est l'obsession. Vous ressentez peut-être de l'anxiété à propos des problèmes d'autrui et vous avez tendance à vous soucier outre mesure de problèmes mineurs. Vous passez beaucoup de temps à penser et à parler des autres et vous avez tendance à vérifier souvent ce qui se passe ailleurs. Vous avez essayé d'attraper les gens dans des comportements compromettants et vous avez laissé ces types de comportements interrompre votre routine quotidienne. Vous vous demandez souvent pourquoi vous vous sentez fatigué et vous ne parvenez pas à faire avancer et terminer les choses que vous entreprenez. 7e signe de codépendance chez vous, vous vous sentez peut-être souvent effrayé. C'est la colère ici. Vous vous sentez blessé et vous pouvez vivre avec quelqu'un qui se sent de même. Vous avez peur de la colère des autres et vous avez peur de les mettre en colère. Vous vous attrapez en train de punir les autres pour vous avoir fait sentir en colère. On vous a fait ressentir de la honte de vous sentir en colère. Vous vous sentez contrôlé par la colère des autres. Ouais, c'est... Pas drôle. Non, effectivement. On ne veut pas être déprimant ici. Là. C'est plutôt pour aider à reconnaître, en fait. Un 10e signe de codépendance serait le déni. Vous vous surprenez peut-être à être en train de prétendre que certaines situations ne sont pas aussi mauvaises qu'elles le sont réellement ou vous ignorez carrément les problèmes. Vous devenez souvent confus, déprimé ou malade. Vous vous sentez parfois, vous vous mentez parfois lorsque vous regardez les problèmes s'aggraver ou vous avez commencé à croire les mensonges que vous ont raconté d'autres personnes. Vous êtes devenu trop dévoué à votre travail afin de ne pas avoir à penser ou à faire face aux problèmes d'autrui. Et finalement, le 11e signe de codépendance chez vous serait le refoulement.
Ce signe peut être difficile à détecter par vous-même. Cependant, vous pouvez avoir peur de vous laisser être qui vous êtes. Vous semblez rigide et contrôlé dans la perception d'autrui, alors qu'en réalité, vous n'êtes pas vraiment comme ça. Finalement, ces traits ne sont pas exhaustifs et ne couvrent pas tous les aspects de la codépendance, mais ils indiquent une dépendance envers d'autres personnes, leurs humeurs, leurs comportements, leurs maladies ou leur bien-être, et surtout envers leur amour. Les codépendants semblent être contrôlants envers les autres, mais sont actuellement contrôlés par autrui. Ils semblent forts à l'extérieur, mais souvent ils se sentent impuissants à l'intérieur. Si vous vous sentez que cela vous décrit, il y a de l'espoir. Vous pouvez travailler à vous libérer de ces modèles comportementaux en apprenant à prendre soin de vous, en communiquant vos besoins aux autres et en apprenant à vous aimer, en apprenant l'acceptation, à vivre votre propre vie. Les 11 thèmes, en fait, les 11 sujets que tu nommais, c'est dans le fond, si quelqu'un ressent ça, il peut penser qu'il souffre un peu de codépendance. Dans le fond, c'est d'en avoir au moins un parmi ceux-là ou plus. Je dirais plus peut-être. Ça, parce que des fois, on lit des listes comme ça de signes qu'on a peut-être tel problème ou tel problème, puis on se reconnaît toujours un petit peu dans quelques-uns ou un ou deux, là, mais habituellement, il faut en avoir plusieurs. Il ne faut pas être trop alarmiste, là. C'est juste que ça permet, en fait, de connaître un peu plus la nature humaine, de se connaître mieux. C'est ça le but dans la vie. Si on se connaît mieux, on est capable d'agir sur nos travers puis sur améliorer nos... C'est ça, je disais en début, tantôt, dans la première partie, que ça me faisait penser à la dépendance affective, mais la codépendance, c'est des gens qui semblent forts à l'extérieur. Oui, merci beaucoup Pierre pour ce sujet, donc la codépendance. Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca, antenne.qc.ca. Quelques instants pour conclure ce rendez-vous. Merci beaucoup Pierre Laporte pour ton travail en régie et pour tes blocs Espresso. Bienvenue mon cher. À tes blocs, on parlait de ton sujet, la codépendance. Alors, notre invité en début d'émission, je remercie aussi notre invité, donc Audrey Fortin, qui nous a présenté des projets jeunesse chez la ressource Alpabem. Toujours intéressant d'entendre parler de cette ressource bien dynamique. Notre collaboratrice Catherine Stassin était des nôtres. Elle nous a proposé sa chronique sur le sujet « Reconstruire sa vie sociale ». C'était donc l'émission Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.